Magazine pluriel. Théophile Dandakou. Mesdames, Messieurs, bonjour. La santé de la presse togolaise était au centre des échanges hier à Lomé entre le ministre de la Communication et les patrons de presse. Dans ce journal, l'interview du ministre Akoda Ayewadan sur l'état des lieux de la presse au Togo à quelques jours de la Journée mondiale de liberté de presse. Demain sera célébrée la fête des travailleurs. Ce sera l'occasion pour les différents syndicats de faire entendre leur voix. Comment sont nés les syndicats au Togo et quelle a été leur évolution de 1960 à nos jours? L'historien Dr Kibalou Banya apportera des réponses. L'Agence nationale de la protection civile ANPC est à Bafilo. Elle y participe à la réhabilitation d'un collège d'enseignement général décoiffé suite à une pluie. Le Niger se dote d'un office pour mieux contrôler sa population. Il s'agit de maîtriser la croissance démographique galopante dans le pays. Invité de ce samedi pluriel, Akitani Mawina, il est chef division risque professionnel à la Caisse nationale de sécurité sociale. Il détaille les réformes initiées par la Caisse pour faire respecter dans les entreprises la sécurité et la santé des travailleurs. Sport avec le face-à-face Asko Dito cet après-midi à Kara et AS Togopor Gomido à Lomé pour le compte de la 5e et dernière journée de la phase aller du championnat D1 de football. C'est ce qui retient l'attention. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Akoda Ayewadan, salue le travail des médias. Il s'est exprimé hier à Lomé lors des échanges avec les patrons de presse. Le ministre encourage en effet les médias à maintenir le cap d'excellence. D'abord, deuxième rencontre parce que nous avons créé un cadre avec les médias de notre pays, un cadre de discussion, un cadre de concertation, de dialogue aussi pour co-construire le paysage médias dans notre pays. Nous avons la chance ou la particularité de nous rencontrer alors même que vient d'être finalisée la convention collective qui va organiser les relations entre les patrons de presse et leurs salariés. À l'orée du 1er mai, je pense que le timing n'est pas mauvais. Mais au-delà de cela, nous allons vers le 3 mai qui est la journée internationale de la liberté de la presse et cette rencontre visait particulièrement à rappeler le rôle de l'État dans la préservation de cette liberté de la presse. L'État crée le cadre, crée les conditions pour que la liberté de la presse, la liberté d'expression puisse s'exercer dans notre pays. Mais à côté de l'État, il y a aussi les acteurs. Les différents acteurs sont les constructeurs de cette liberté de la presse dans leur recherche du respect des règles éthiques, des règles déontologiques, dans leur information vers le public, dans la diffusion de l'information vers nos concitoyens. Donc voilà à peu près les éléments autour desquels nous avons échangé aujourd'hui. Le ministère de la Communication et des Médias, les patrons de presse, les organisations qui représentent les journalistes dans notre pays. Le ministre Ayewadan a aussi réagi au sujet de la Journée mondiale de la presse qui sera célébrée le 3 mai prochain. Cette journée a été instaurée par l'ONU en décembre 1993. Le ministre fait l'état des lieux de ce qui se fait au Togo. Je considère aujourd'hui objectivement que notre pays est très avancé en matière de liberté de la presse. Lorsque vous lisez les textes de notre pays, il y a une avancée qui est concrète. Mais on le sait, une liberté, elle n'est pas acquise définitivement. Elle se construit dans la durée et c'est ce à quoi nous nous attelons. Sur l'agenda, il y a une manifestation qui est organisée par le CONAP, manifestation à laquelle sont conviés tous les journalistes et manifestation au cours de laquelle nous allons échanger entre acteurs du secteur et une manifestation qui est placée cette année sous le signe de la formation des journalistes relativement aux questions du terrorisme. Donc
Vous verrez le 3 mai les débats les plus intéressants qui auront lieu à cette occasion. Je voudrais d'abord féliciter les acteurs de la presse pour tout ce qui est fait jusqu'à maintenant, les encourager à continuer dans cette recherche du dialogue et de la qualité dans la diffusion de l'information, parce qu'au fond, le rôle de la presse est un rôle central dans une démocratie et les acteurs du secteur doivent avoir conscience de ce rôle tout en restant dans le cadre déontologique, éthique et légal prévu par notre pays. Les travailleurs, ce sont également les journalistes et ils seront à l'honneur demain pour le 1er mai et demain sera donc célébrée la fête des travailleurs. Le 1er mai est l'occasion pour les syndicats d'exprimer leurs doléances à l'autorité. On parle de cahier de charges. À quelle date remonte la création des syndicats au Togo? La question a été posée à Kibalou Bagna, docteur en histoire contemporaine. Dans l'évolution du syndicalisme au Togo, on peut scinder cette évolution en 3 étapes principales. D'abord, une première étape qui a constitué donc à la naissance plurielle du syndicalisme au Togo, donc à partir du décret du 7 août 1944, où le gouvernement provisoire d'Alger a autorisé en Afrique francophone la naissance donc des syndicats dans les colonies d'Afrique francophone, donc de l'AEF et puis de l'AOF. Et c'est à partir donc de ce décret-là que le syndicalisme également est autorisé au Togo. Et les premiers syndicats ont vu le jour autour de 45-46 au Togo. Et au cours de cette petite période-là, on a vu la naissance de près de 35 syndicats. Et cette pluralité syndicale va donc évoluer jusqu'en 1972. Même si à la veille de l'indépendance, les 35 syndicats de base vont se restructurer en 2 centrales syndicales. Donc, l'Union nationale des travailleurs du Togo autour de Paulin Akwete, qu'on a également appelé UNTT, et puis la Confédération togolaise des travailleurs chrétiens, CTTC. Donc, il s'est également retrouvé autour de Félix Avouté. Donc, voilà, à l'indépendance du Togo, les 2 principales centrales syndicales qui existaient. Et ces 2 principales centrales syndicales vont évoluer jusqu'en 1972, où avec la naissance du parti unique, donc il a été décidé que tous les mouvements sociaux d'alors puissent se joindre donc sous les ailes du parti unique d'alors. Et c'est ainsi que en 1973, on verra la naissance de la Confédération nationale des travailleurs du Togo, donc qui sera la centrale syndicale unique. Et donc cette centrale syndicale unique va évoluer comme aile marchande du parti RPT jusqu'aux années 90. Restons avec le docteur Kibalou pour suivre l'évolution de ces syndicats après leur création. De 73 à 91, avec la conférence nationale, donc le syndicat était monolithique. Il n'y avait qu'une seule centrale syndicale, donc qui régentait l'ensemble donc du mouvement syndical togolais. À l'époque, on a parlé de la participation responsable, c'est-à-dire que toutes les revendications syndicales devraient se faire sous la houlette de cette centrale syndicale, et donc on ne pouvait véritablement pas déroger pour revendiquer des choses qui allaient véritablement à l'encontre ou bien dans le désintérêt du parti au pouvoir. On a parlé de participation responsable à l'époque. À partir donc de la conférence nationale souveraine et avec la libéralisation de la vie politique, le mouvement syndical également va profiter de cette atmosphère-là pour renaître. Donc à partir de 91, nous allons voir une renaissance donc du mouvement syndical togolais. C'est une renaissance avec la pluralité syndicale, et l'action syndicale à l'époque va se bipolariser parce que vous allez voir qu'il y aura une partie des centrales syndicales. On a vu à l'époque la naissance de 6 centrales. Donc une partie donc de ces 6 centrales là va soutenir l'action des partis d'opposition, et puis une autre partie donc de ces syndicats va donc être du côté du pouvoir en place. Et la partie qui soutenait les actions revendicatives donc de
de l'opposition, la JCA, donc groupe des syndicats autonomes du Togo, la Confédération syndicale des travailleurs du Togo, l'Union nationale des syndicats indépendants du Togo, donc qui seront donc à la base de la grève générale illimitée au Togo pour appuyer donc les actions politiques de l'opposition. Et c'est dans ces conditions que les syndicats comme la Confédération nationale des travailleurs, l'ancienne centrale unique, va renaître et appuyé par l'Union générale des syndicats libres pour essayer de contrer un peu l'action donc des autres centrales au profit du régime en place. Naturellement, avec cette bipolarisation de l'action syndicale, il y aura des retombées négatives sur le panier de ménagères parce qu'il y aura plusieurs revendications qui ne vont pas porter leurs fruits à partir du moment où une partie des centrales ne va pas appuyer l'action. Donc, ce qui va pousser les centrales à une intersyndicale autour de 95. Mais cette intersyndicale était de courte durée et avec la décrispation donc de la vie politique, avec l'arrivée du régime Faure Gnassingbé en 2005, vous allez voir l'ouverture d'un dialogue social qui va instaurer une concertation permanente avec l'État pour essayer donc de trouver les solutions aux problèmes du monde du travail. Alors depuis lors, c'est vrai, ces centrales-là, parfois à cause de cette plateforme permanente, seront perçues par la base comme si ils étaient donc du côté du régime, ce qui va pousser les syndicats de base aux actions isolées et qui va même conduire à la naissance d'une nouvelle centrale syndicale, la Synergie des travailleurs du Togo, donc en 2015, avec une nouvelle centrale qui va donc voir le jour et pousser donc l'action des syndicats à la base. Kibalou Bagna, historien, il a donc parlé du panier de la ménagère qui a menacé et qui s'est invité dans l'action syndicale. Ce panier de la ménagère est encore d'actualité puisque les prix sont variés sur le marché. On parle de vie chère. Suivons donc à présent ce communiqué sur ces prix des produits locaux avec Juliette Kamdé. Prix de vente plafond des produits locaux en francs CFA. Maïs, bol de 2,5 kg. Grand Lomé, 650. Région maritime, 650. Région des plateaux, 550. Région centrale, 700. Région de la Cara, 700. Région des savanes, 600. Sorgho, bol de 2,5 kg. Grand Lomé, 900. Région maritime, 700. Région des plateaux, 600. Région centrale, 700. Région de la Cara, 800. Région des savanes, 750. Haricots, bol de 2,5 kg. Grand Lomé, 1600. Région maritime, 1800. Région des plateaux, 1500. Région centrale, 1700. Région de la Cara, 1800. Région des savanes, 1600. Petit mil, bol de 2,5 kg. Grand Lomé, 1000 francs. Région maritime, 950. Région des plateaux, 1100 francs. Région centrale, 900. Région de la Cara, 900. Région des savanes, 900. Riz local, sac de 25 kg. Grand Lomé, 16 500. Région maritime, 15 000. Région des plateaux, 15 000. Région centrale, 14 000. Région de la Cara, 16 500. Région des savanes, 15 000. Huile végétale locale, le litre, 1030 francs sur toute l'étendue du territoire. Lait concentré sucré, boîte d'1 kg. Grand Lomé, 900. Région maritime, 900. Région des plateaux, 900. Région centrale, 900. Région de la Cara, 1000 francs. Région des savanes, 1000 francs. Lait non sucré en boîte de 160 grammes. 450 sur toute l'étendue du territoire. Tomates concentrées 70 grammes. 100 francs sur tout le territoire. Farine de blé SGMT, sac de 50 kg. 19 500 sur toute l'étendue du territoire. Farine de blé SMMT, sac de 50 kg. 19 300 sur toute l'étendue du territoire. Riz importé 25% brisure, sac de 50 kg. 16 000 sur toute l'étendue du territoire. Des contrôles stricts sont actuellement en cours par les services compétents sur toute l'étendue du territoire. Tout contrevenant s'expose à la rigueur de la loi. La population est appelée à dénoncer toute pratique anormale de commerce au numéro vert 85 85. A signé le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale.
Kodjo Adeji. Le contrôle des prix permet donc de mieux fêter les fêtes du 1er mai et puis de Ramadan, et le gouvernement, à travers l'Agence nationale de la protection civile ANPE, a offert hier des tôles et des pointes au collège d'enseignement général CEG Bafilo Ville 1. Ce matériel va servir à réhabiliter les bâtiments endommagés suite à une pluie mercredi dernier. Abbas Sarakata à Top Bafilo. Ce donquier est composé de 14 kg de pointe à tôle, 7 kg de pointe de 100, 7 kg de pointe de 70 et 7 paquets de tôle de 0,20 va permettre de réparer le bâtiment qui a été décoiffé à la suite d'une pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du mercredi 27 avril dernier à Bafilo. Pour le directeur régional nord de l'ANPC par intérim, Kouglo Edem, cette assistance, qui est une instruction du gouvernement, va permettre de réparer ces bâtiments et mettre les apprenants et enseignants à l'abri des intempéries naturelles et favoriser le bon déroulement des cours. Il a indiqué que ces genres de phénomènes seront de plus en plus fréquents à cause du changement climatique. C'est pour cette raison que depuis plus de 3 mois, l'ANPC est en discussion avec les maires pour prendre la préfecture d'Assoli comme une préfecture pilote pour installer des prises vent autour des édifices publics, a dit M. Kouglo. Le préfet d'Assoli, Wurogungu Orumla, et le maire adjoint de la commune Assoli 1, Assemou Aboubakar, ont témoigné leur gratitude au président de la République et son gouvernement pour les actions en faveur de l'éducation et pour le bien-être de la population. Ils ont invité les personnes et les associations de bonne volonté à emboîter le pas au gouvernement pour la réparation dans les plus brefs délais de ce bâtiment scolaire. Le directeur du CEG Bafilo Ville 1, M. Sama Isola, a remercié le gouvernement et la NPC qui ont répondu à l'appel des autorités locales de la préfecture. De l'agence togolaise de presse Bafilo, Abassa Sarakata pour Radio Lomé. La population de Bafilo va donc bien fêter, et ce sera pour le compte du Ramadan, le carême, qui prend fin demain dimanche chez les musulmans. Il fête Ramadan lundi. Le Coran fait obligation à chaque fidèle de Mahomet de s'acquitter de son zakat fitr ou une aumône aux pauvres. Le sens de cette pratique, le profil des donateurs et bénéficiaires dans ce magazine de Yacoubou Habou présenté par Abile Lemou. La zakat fitr est une forme d'aumône. Elle vient consolider le jeûne de tout jeûneur. Elle permet de corriger les manquements intervenus lors du carême. Achamacha Laou Montapari, fondateur de l'ONG musulmane Mishkatul Bisbao. Un musulman jeûneur, au cours du mois béni de Ramadan, par ses actes, ses paroles, son regard, il a eu à commettre des actes ignobles qui sont interdits par l'islam. Pour purifier son jeûne, le musulman est appelé à acquitter la zakatul fitr, afin que Allah subhanahu wa ta'ala purifie son jeûne, afin que son jeûne soit accepté. La zakat fitr est instaurée par le prophète Mahomet. Elle sert à subvenir aux besoins des pauvres. Sani Karim, vice-président de l'Union musulmane du Togo. Le but de zakat fitr, c'est que le pauvre qui a jeûné puisse fêter. Et la religion de l'islam étant une religion sociale, ne voudrait pas que quelqu'un qui a jeûné ne trouve pas à manger le jour de rupture de jeûne. Donc c'est pourquoi le musulman doit partager celui à qui on donne. S'il y a quelqu'un qui est plus pauvre que lui, il donne. Selon cette pratique du prophète, chaque père de famille musulmane doit s'acquitter de la zakat pour tous ceux qui sont à sa charge. Retrouvons à Tchamacha Alaou Montapari. La zakat al-fitr, elle est prescrite à tout musulman, qu'il soit enfant ou adulte, mâle ou femelle, libre ou esclave. La zakat al-fitr est versée par chaque chef de la famille, en général le père de la famille, pour lui et pour ceux qui sont à sa charge, ses femmes, ses enfants, ses parents âgés, les esclaves qui sont sous son tutelle. Les céréales de 2,6 kg par tête des membres de la famille est la quantité exigée pour la zakat. Elle est faite dans les 3 derniers jours de jeûne et prend fin avant la prière de l'Aïd el-Fitr. Zakat ou aumône aux pauvres, et donc ce sera très bon pour tout individu de procéder de la sorte. Et il ne sera plus question, il ne sera plus possible d'ailleurs de se réfugier dans un des pays membres de la CEDEAO après avoir causé un mal dans un État membre. Tous ces pays ont en effet créé un centre d'information de police. Ce centre a été inauguré hier à Lomé. Ses missions et son fonctionnement sont au menu de l'entretien entre le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Yak Daman, et Yao Kamake. C'est l'invité de la rédaction.
Monsieur le ministre, vous venez d'inaugurer le centre d'information de police du Togo. Pourquoi un tel centre? Ce centre permet d'avoir beaucoup de données, des informations sur la police judiciaire, sur la police administrative. Donc, un délinquant qui est traité par la gendarmerie est suivi de près aussi par la police nationale. Et ça, c'est au niveau national. Et au niveau régional, le centre permet d'être en connexion avec les autres pays, les autres services des pays de la CEDEAO, du Tchad et de la Mauritanie. Voilà l'intérêt. Nous pensons que ce centre nous permettra de lutter encore beaucoup plus efficacement contre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme. Une bonne nouvelle pour notre pays. D'où est née l'idée de création de ce centre? Pour vous faire un peu l'historique, vous savez, depuis le 2011, les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé de mettre en place un système d'information policière pour l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire un système qui permet aux différents services d'application de la loi d'échanger des informations. Donc, il y a certains pays qui avaient été désignés comme pays pilotes, où le système a été mis en œuvre par l'Interpol. Il faut aussi noter avec l'appui financier de l'Union européenne. Donc depuis 2019, le Togo a signé le protocole d'accord avec l'Organisation internationale de police criminelle pour suivre le peloton. Et depuis le 12 octobre 2021, un décret signé par son Excellence Monsieur le Président de la République a créé le Centre d'information de police du Togo, que nous avons eu l'honneur d'inaugurer en présence du représentant permanent de la CEDEAO. Comment ce centre va-t-il fonctionner? Le fonctionnement de ce centre, vous avez des agents chargés de l'application de la loi, des policiers et des gendarmes, qui sont en relation directe avec les unités de police et de gendarmerie. Ils suivent l'établissement des procès verbaux, non seulement complètes, mais qui renferment des renseignements sur l'individu qui est devant eux. À l'issue de l'audition, ça permet à tous les services chargés de l'application d'avoir les mêmes informations sur l'individu, avant que l'intéressé ne soit déféré devant le juge. Le Niger est sur la voie de se doter d'un office de la population. Il veut mieux maîtriser sa croissance démographique galopante. Un comité interministériel d'orientation sera mis en place et toutes les sensibilités du pays seront invitées. En réduisant le taux de natalité, l'État entend mieux profiter des dividendes démographiques sans lesquels le pays ne peut pas se développer. Avec environ 23 millions d'habitants, le Niger est l'un des pays qui a le taux de fécondité le plus élevé du monde et compte entre 6 et 7,2 enfants par femme, un taux de natalité de 3,9% et où la prévalence contraceptive est la plus faible de la sous-région ouest africaine. En Guinée, le retour des civils au pouvoir semble lointain. La méthode pour s'accorder sur un calendrier électoral suscite des clivages et des débats. Des propositions de calendrier ont bien été rendues, mais cette rencontre a été boycottée par les partis politiques les plus influents. Le ministre de l'administration du territoire a présenté hier les propositions de calendrier recueillies ces dernières semaines auprès des coalitions de partis politiques, de la société civile et des centrale syndicale. Il a indiqué avoir reçu 54 propositions de calendrier. Chaque proposition liste des réformes institutionnelles à réaliser avant d'organiser une élection présidentielle. Leur sort préoccupe la Caisse nationale de sécurité sociale. Les travailleurs doivent bénéficier en effet de la sécurité et de la santé dans leurs services. La Caisse a organisé cette semaine une tournée d'évaluation des performances et fonctionnement des comités sécurité santé au travail dans les entreprises. C'est dans le cadre de la 26e journée africaine de la prévention des risques professionnels. Geneviève Bognon s'est entretenue sur ce sujet avec Akitani Mawina. Il est chef division risque professionnel à la Caisse nationale de sécurité sociale. Monsieur Akitani Mawina, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes responsable division risque
professionnelle à la Caisse nationale de sécurité sociale. Dans le cadre de la 26e journée africaine de la prévention des risques professionnels, la CNSS a initié plusieurs activités. Et l'une de ces activités est la tournée d'évaluation des fonctionnalités et performances des comités sécurité santé au travail. En quoi consistent ces comités? Merci. Vous faites bien de le dire. La célébration de la 26e journée africaine de la prévention des risques professionnels, marquée au Togo par la tournée d'évaluation des comités sécurité et santé au travail dans un échantillon de 10 entreprises retenues à Lomé et à Kara, fait suite à l'envoi auprès des caisses membres de l'interafricaine de la prévention des risques professionnels de thèmes de référence pour la célébration de cette journée. Et la thématique centrale porte sur le management optimal de la sécurité et santé au travail dans ces entreprises. Un focus particulier étant accordé bien entendu aux fonctionnalités et aux performances de ces comités mis en place pour veiller à la sécurité et à la santé des travailleurs dans les entreprises. Alors, la direction générale de la CNSS n'était pas du reste et a voulu que cette journée soit marquée en collaboration avec ses partenaires des ministères du Travail et de la Santé à travers l'envoi d'une grille aux entreprises afin qu'elles puissent justement fournir des informations permettant de photographier en quelque sorte le fonctionnement de ces comités. Ces comités dont la mission est de veiller au respect des mesures de sécurité, au respect des normes qui sont prévues par les différents textes en la matière pour promouvoir la sécurité et santé des travailleurs dans les entreprises. Justement, une semaine de tournée dans 10 entreprises togolaises. Et quel est votre constat? Oui, 10 entreprises togolaises, 5 à Lomé, 5 à Kara, retenues dans différents secteurs d'activité. Le constat est plutôt encourageant, le constat est plutôt favorable. Quoique, nous avons remarqué que beaucoup de ces structures évaluées ont en leur sein un dispositif de prévention des risques professionnels. Les comités fonctionnent, mais des observations ont été faites à leurs endroits. Tout n'est pas clair. Tout n'est pas parfait. Ce programme déployé par la CNSS et ses partenaires au titre des objectifs poursuivis, non seulement nous visons à promouvoir la sécurité et santé au travail dans les entreprises, mais nous recherchons aussi à constituer un référentiel des bonnes pratiques relevées dans chacune de ces entreprises évaluées afin d'en faire un guide qui sera diffusé dans toutes les entreprises de notre pays. L'objectif étant de faire en sorte que ce qui est fait de bien dans ces structures évaluées puisse également servir, être adapté au contexte des autres entreprises pour que globalement la protection des travailleurs soit la chose la mieux partagée, une réalité dans les entreprises togolaises. Alors, une entreprise ou bien une société qui n'a pas pu installer ce comité au sein de sa société, qu'est-ce que la Caisse nationale de sécurité sociale fait concrètement pour pouvoir amener ces entreprises à mettre en place ces comités? Merci madame. Les actions déployées par la CNSS pour amener une entreprise qui n'a pas mis en place en son sein un comité sécurité et santé au travail, ces actions consistent à sensibiliser. Et dans ce cadre-là, un programme d'action est validé et mis en œuvre annuellement avec la collaboration des partenaires techniques des ministères de la Santé et du Travail. Il s'agit pour cet exercice-là de nous approcher de ces structures-là, de leur présenter les atouts de la mise en place de cet organe en leur sein. Et les atouts sont nombreux. Nous venons de le constater dans le cadre de l'évaluation présente, où les structures qui ont pris à cœur de doter leur organisation de cet organe ont vu leurs conditions de sécurité santé au travail embellies. Un regret plus ou moins notable en fonction des structures, des statistiques de sinistres enregistrés durant les exercices précédents. Donc, autant de facteurs qui militent en faveur de la mise en place des comités sécurité santé au travail dans ces entreprises. Et c'est à cet exercice-là de communication permanente, d'invitation des employeurs de ces structures-là à travailler pour que ces organes-là soient mis en place pour le mieux-être de leurs travailleurs et aussi pour une bonne
productivité de leur unité de production. Y a-t-il des sanctions à l'égard de ces entreprises-là? Ce qu'il faut noter sur le point des sanctions, il ne faut pas oublier que le ministère du Travail, à travers notamment le corps d'inspection, travaille dans leur intervention à vérifier le respect des mesures de prévention des entreprises. Donc l'inspection du travail travaille quotidiennement dans ses interventions à cela et dispose d'une action coercitive pour amener ces entreprises à se conformer aux dispositions prévues par la loi. Du côté de la CNSS, nous sommes dans l'accompagnement, aux côtés donc de la force que représente l'inspection du travail pour que les entreprises se mettent sur la bonne marche pour aller vers une meilleure optimisation des conditions de travail dans leur structure. Pour l'évaluation des fonctionnalités et des performances de ces comités, vous avez des critères sur lesquels vous les avez évalués. Alors, et quels sont ces critères? Les critères d'évaluation utilisés dans le cadre de ce programme ont tourné autour de 3 axes majeurs. Le premier axe est celui de la mise en place même de ces comités, avec des questions particulières, notamment sur l'engagement des premiers responsables en faveur de cette cause. La création du comité, les documents qui rentrent en jeu dans le cadre de la mise en place de ces comités. Pour citer par exemple le PV d'installation, les attestations délivrées par l'inspection pour constater l'installation effective de cet organe-là. Donc nous avons examiné, nous avons passé en revue avec ces entreprises la disponibilité effective de cette documentation-là qui est importante pour parler d'un comité régulièrement installé. Le deuxième axe était celui du fonctionnement de ces comités. Et dans le fonctionnement, il y a quand même un certain nombre de signaux qui ont intéressé les partenaires dans leur évaluation. Et il y a la tenue des réunions, les réunions ordinaires comme extraordinaires, l'analyse, la tenue des statistiques de sinistres, l'organisation interne en termes d'analyse des cas de risque survenus, des cas d'accident, pour voir le comportement des acteurs qui sont impliqués en termes de maîtrise, en termes d'action, de recommandations proposées pour faire échec justement à la survenue de ces risques. Donc, du point de vue du fonctionnement, ces aspects-là ont été touchés du doigt dans l'évaluation. Et en troisième axe, l'évaluation s'est appesantie sur les performances, au-delà du simple fonctionnement. Quelle est la plus-value, quelle est la valeur ajoutée que ces comités ont réellement apporté au quotidien des entreprises qui les ont installées. Et sur ce point, nous avons passé en revue différents aspects tels que la mise en place d'un document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est le socle du déploiement des actions de maîtrise. Alors, est-ce que ces structures-là ont élaboré ces documents? Et est-ce qu'elles procèdent périodiquement à leur mise en jour en fonction notamment de la modification de leur procédé, de leur fonctionnement au quotidien? Quel est le comportement des comités par rapport à ces changements-là? Notre attention s'était également focalisée sur la mise en place des plans d'action. C'est des documents qui sont mis en place et mis en œuvre annuellement dans le cadre des actions prioritaires définies par l'employeur et son comité sécurité santé au travail en termes de maîtrise d'action à mettre en place pour renforcer le dispositif de résilience face aux risques professionnels. Donc, très important pour les structures, les entreprises de veiller à la mise en place de ce document et à sa mise à jour. Revenons maintenant à la journée. Le 30 avril a été choisi pour célébrer une journée dans le cadre de la prévention des risques professionnels. Pourquoi doit-on célébrer cette journée? Le 30 avril est retenu donc comme journée africaine de la prévention des risques professionnels, mais j'emprunte aussi la nécessité aussi de parler du 28 avril qui marque la journée mondiale de la sécurité santé au travail. Voilà, ce n'est pas un hasard que ces événements phares se retrouvent sur cette date-là, mais il s'agit de trouver un créneau et les organes, ne serait-ce que l'IAPRP, j'ai parlé tantôt de l'interafricaine de la prévention des risques professionnels, avec le concours des caisses membres, dont la CNSS opte pour dédier le mois d'avril à conscientiser le monde du travail sur les dangers qu'encourent les travailleurs pour que des mesures soient prises en vue de protéger leur santé, en vue de protéger leur intégrité. Parce qu'un travailleur
en bonne santé, c'est un point fort pour l'économie nationale. Quand un travailleur est blessé, un travailleur est victime d'un accident et qu'il accumule des repos médicaux, son entreprise se porte mal et l'économie de la nation s'en trouve affectée. Donc, raison pour laquelle les organes partenaires de cette approche ont trouvé nécessaire de consacrer, de dédier le mois d'avril, et en particulier, c'est les derniers jours de ce mois pour marquer devant l'ensemble du monde du travail la nécessité de ne pas oublier ces problématiques-là et de la concilier toujours avec leur activité de production au quotidien. Monsieur Akitani Mawina, responsable division risque professionnel à la CNSS. Un mot, bien un message à l'endroit de vos partenaires. Oui, un mot de la direction générale de la CNSS, de ses partenaires qui ont travaillé aussi sur cette démarche. J'ai nommé le ministère de la Santé et du Travail et aussi l'IFOMEX, l'Institut de formation au métier de la sécurité sociale. C'est de garder la dynamique en faveur de la santé des travailleurs, sans distinction. Car pour une nation prospère, nous avons besoin d'avoir des travailleurs sains qui travaillent dans un milieu sain, préserver des risques de santé, de sécurité. Nous devons concentrer nos efforts, nous devons nous associer nos énergies, travailler en symbiose pour que cet idéal-là, qui est cher aux gouvernants de notre pays, soit pris en compte. Et nous tenons donc à dire également à ces entreprises que notre disponibilité est là, nous sommes disponibles pour les accompagner pour l'atteinte de cet objectif-là. Merci, monsieur. C'est le temps des sports. ASCO joue cet après-midi contre DITEUFC de Lomé à Kara dans le cadre de la 5e journée du championnat D1 Playoff. La page de Kilim Poyodi débute par le football féminin car le Togo, pour sa première participation à la Coupe d'Afrique des Nations que le Maroc organise en juillet 2022, le Togo devra batailler dur parmi les habitués de la compétition. Qualifié pour la toute première fois de son histoire à une Coupe d'Afrique des Nations version féminine, le Togo doit batailler dur pour faire une bonne figuration. Avec la Zambie qui est à sa 4e participation et qui était la seule sélection africaine aux Jeux Olympiques, la Tunisie qui a fait son retour après 14 années d'absence, donc depuis 2008, ou encore le Cameroun de la star Adjara Ndoya, la bande à Kaïtometi a du pain sur la planche comme le diraient certains observateurs du football. Le Togo dans cette compétition fera son entrée face à la Tunisie le 3 juillet. Cette Coupe d'Afrique des Nations féminines qui se déroule au Maroc est prévue du 2 au 23 juillet 2022. Au plan national, c'est le championnat du football de 2e division qui fait son retour ce week-end avec le début des playoffs. La grande attraction de cette première journée est l'opposition entre Étoiles Filantes et Fouadan de Dapaon. Leaders respectifs de leurs deux zones avec chacun 28 points au compteur, Bleu de la capitale et Lion de Thône vont vouloir d'entrée marquer une première victoire et offrir au public de Gbossimé un duel entre deux anciens clubs d'élite. À Sokodé, Tambo défiera Doumbé de Mango avec pour objectif empocher les 3 points ou au pire des cas faire un match nul. Sur les mêmes installations dimanche, Koroki Metete de Tchamba et Espoir de Tchévier se donnent rendez-vous pour également un duel de deux anciens clubs de la première division. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. C'est donc fini pour aujourd'hui. La santé de la presse togolaise était au centre des échanges hier à Lomé entre le ministre de la Communication et les patrons de presse. Dans ce journal, vous avez suivi l'interview du ministre Akoda Ayowadan sur l'état des lieux de la presse au Togo. Ceci à quelques jours de la journée mondiale de la liberté de la presse. Demain sera célébrée la fête des travailleurs. Ce sera l'occasion pour les différents syndicats de faire entendre leur voix. Comment sont nés les syndicats au Togo et quelle a été leur évolution de 1960 à nos jours? L'historien Dr Kibalou Bagnan vous a donné des réponses.
L'Agence nationale de protection civile, ANPC, est à Bafilo. Elle y participe à la réhabilitation d'un collège d'enseignement général décoiffé suite à une pluie. Le Niger se dote d'un office pour mieux contrôler sa population. Il s'agit de maîtriser la croissance démographique galopante dans le pays. Et puis invité de ce samedi pluriel, Akitani Mawina, il est chef division risque professionnel à la Caisse nationale de sécurité sociale. Il a détaillé les réformes initiées par la Caisse pour faire respecter dans les entreprises la sécurité et la santé des travailleurs. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg